Vincent Marissal n'aurait été qu'une étoile filante et n'aura fait que passer dans le ciel de Québec. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde, bon mercredi. C'est une bombe qui vient de tomber, rien de moins, à 24 heures du déclenchement des élections québécoises. Vincent Marissal qui se retire de la course dans Tachereau pour le Parti québécois. On avait beaucoup parlé de cette candidature-là. Félix-Antoine, raconte-nous ce qui s'est passé. Bien, Jean-Simon, quand Paul Saint-Pierre Plamondon a défendu le fait de parachuter Marissal dans le secteur de Tachereau, il se défendait en disant qu'il avait vécu ici pendant plusieurs années. Je pense pas qu'il pensait que le fait d'avoir vécu à Tachereau serait le problème, finalement, pour Vincent Marissal. Essentiellement, ça part d'une publication de Paul Saint-Pierre Plamondon il y a quelques heures maintenant, où il dit que même s'il est prêt à passer l'efface sur des erreurs passées de ses candidats, quand il s'agit d'éthique, bien là, c'est tolérance zéro au Parti québécois. Et ce qu'il explique, c'est qu'il a été mis au courant, essentiellement, du fait que Vincent Marissal, avec son appartement loué pour ses tâches de député à l'Assemblée nationale, bien, participait à un programme, là, un site d'échange de maisons pour pouvoir voyager à l'international, ce qui, pour Paul Saint-Pierre Plamondon, se résume à avoir une valeur marchande et ne pas passer selon le code d'éthique du parti. C'est donc évidemment une bombe qui tombe dans Tachereau, lui qui avait déjà dû remplacer l'ancienne candidate Jeanne Robin. Et on a été évidemment à la course aux réactions. C'est sûr que c'est limité puisque ça vient d'arriver, notamment là, du côté du Parti libéral du Québec, autant du côté de Charles Milliard que de Farnell Morisset. Vous me l'apprenez, donc ça c'est la joie des campagnes électorales. Écoutez, si les allégations sont vraies. Être un leader, c'est prendre des décisions quand on a des informations, et c'est ce que j'ai fait depuis 6 mois au Parti libéral du Québec. Alors, M. Plamondon semble faire la même chose. Maintenant, ce qui est important, c'est de voir la ligne de départ des 127 candidats dans les 5 partis. C'est encore très frais. Je viens de l'apprendre il y a quelques minutes comme vous. Alors, c'est sûr que je n'ai pas de réaction à froid comme ça à donner. J'ai hâte de savoir ça va être qui mon adversaire du Parti québécois, certainement. Bon, oui, ça va être un troisième candidat. Il y a plus de détails encore, Félix, qui ont été rapportés par un reportage de Québécois. Oui, ce qu'on semble comprendre, c'est que quand Paul Saint-Pierre Plamondon dit avoir été mis au courant, c'est que ça part d'une enquête là, de Québécois qui en dévoile encore plus des détails. Là. Évidemment, ça a été diffusé peu de temps après. Et ce qu'il faut comprendre notamment, c'est que l'appartement semble avoir été acheté par la conjointe de Vincent Marissal qui lui louait ensuite ce même appartement. On se rappelle évidemment que Vincent Marissal recevait un montant forfaitaire de l'Assemblée nationale pour payer ses frais de logement. Et par la suite, c'est là que le tout se faisait, lui qui échangeait ensuite son logement. Il y a aussi des questions d'enjeux avec les copropriétaires dans le syndicat de copropriété. Bref, il y a beaucoup d'enjeux selon ce qui est rapporté par Québécois. Merci beaucoup, Félix. Au plaisir. Et on va, sans plus attendre, poursuivre la discussion avec notre collaborateur Hugo Lagoie. Bonsoir, Hugo. Salut. Comme je le disais, il n'a fait que passer, Vincent Marissal. Qu'est-ce que tu penses de cette tuile qui s'abat sur le PQ? Bon, la patate chaude, c'est pas Vincent Marissal. Là, Paul Saint-Pierre Plamondon, aujourd'hui, a agi rapidement. Il n'y a pas le choix. Parce que déjà que c'est une candidature qui est plus ou moins facile. C'est une greffe qui semblait ne pas vouloir prendre. Maintenant, cette information-là est arrivée tard un peu. Vincent Marissal est en politique depuis plusieurs années. C'est en 2019 et 2025 les faits qui sont rapportés. Il y a cette histoire de... Oui, puis même critique en matière d'éthique pour Québec solidaire. Donc là, ce qu'on a, c'est un cas d'éthique. Alors, il faut que la commissaire à l'éthique enquête sur le dossier Marissal. Maintenant, pour Paul Saint-Pierre Plamondon, ça arrive quand même à un bon moment, c'est-à-dire que déjà, sa greffe ne prenait pas dans Tachereau. Alors, il peut se débarrasser de ce candidat-là, mais il va falloir rapidement qu'on passe à autre chose parce que c'est la perception. Ce n'est que de la perception, la politique, surtout au niveau des mises en candidature. Exact. Pour l'instant, aujourd'hui, il ne parle pas de ce qu'il a envie de faire, il ne parle pas de ce que Christine Fréchette ne fait pas de bien. Il parle de son équipe. J'ai des candidats, puis c'est pas le seul, tu l'as dit, c'est pas la seule patate chaude. Il y en a une autre patate chaude qui s'appelle François Garriépi, qui est dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré, qui hier, j'avais en studio, qui se démenait comme d'un diable dans l'eau bénite pour essayer de définir sa position sur le troisième lien. Ça n'est un autre qui n'est pas évident à gérer pour Paul Saint-Pierre Plamondon. C'était évident, comme le nez d'en face, que ce candidat-là allait être scruté. On le comprend, là. Puis les machines des autres partis ont décollé. Hein? On a retrouvé des vieilles déclarations. Puis on vient du Talk Radio, on le sait. Voilà. Puis c'est correct. Mais quand tu annonces une candidature de ce type-là, dans une circonscription qui a déjà été un château fort,
Rosaire Bertrand, Pauline Marois. Puis maintenant, tu sais que tu vas débarquer avec quelqu'un qui peut être controversé. C'est un bon gars, François, je le connais depuis des années, bien avant qu'il soit M. Radio X. Mais le point, c'est que quand tu la dévoiles, cette candidature-là, ça peut pas être par communiqué, puis on verra, puis on s'adressera à vous éventuellement. Moi, je pense qu'on a raté cette entrée-là. Maintenant, c'est une perception. Le vrai problème, c'est les anciens de l'association, c'est des péquistes de longue date qui se mettent à signer puis à envoyer des lettres à la permanence puis au parti en disant « Nous, on ne l'accepte pas ». Alors, ça fait un drôle de message. Et puis François, c'est plus grand que lui, là. Alors, il pédale, comme tu dis, sur des déclarations. La réalité, c'est que c'est PSPP en arrière qui doit ramasser les pots cassés. Puis ils sont assez peu patients. Et qui est content là-dedans? Bien, moi, j'imagine que la CAQ de Christine Fréchette doit sourire comme le chat qui avait attrapé la souris, là. Karianne Bourassa, actuellement, pourra souffler un peu parce que si on était parti au bon moment, on serait déjà sur son bilan. Là, on est sur l'adversaire potentiel. Pour elle, ça donne du temps. Maintenant, il faudra voir. C'est long, 39 jours. Puis là, Christine Fréchette, qui annonce demain à Québec, qui déclenche l'élection, va faire un petit tour dans le Bas-Saint-Laurent et puis vendredi, qui sera chez Éric Duhaime ou le futur domicile de Duhaime dans Bellechasse, va dire il n'y aura pas de cadeau, là. Non. Ça va brasser dès les prochaines heures à grosse Québec. Bagarre. Et d'ailleurs, Hugo, à chaque semaine, on va s'en parler pendant les élections. Avoir ton regard sur l'actualité, on ne s'ennuiera pas, j'ai l'impression. Oh non, ils vont nous donner bien de la matière. Merci, mon cher Hugo. Plaisir. Salut, à bientôt. Et on poursuit notre couverture des élections qui s'en viennent parce que, justement, comme c'est déclenché demain, naturellement, il y a toute une équipe qui est en train de s'activer sur le terrain pour le grand moment du déclenchement. Et Laurence Boyer est allé voir, à quelques heures de ce déclenchement, comment se déroulent, justement, les derniers préparatifs et l'éventuelle pose des pancartes. Il reste encore quelques heures avant le déclenchement de la campagne électorale, mais déjà, les partis sont bien occupés. Chez les libéraux, l'équipe de Farnell-Morisset, candidat dans Taschereau, vient tout juste de prendre possession de son local électoral qui va accueillir l'équipe pendant la campagne et on commence à s'installer tranquillement. Il y a encore un petit ménage à faire. On rentre les pancartes, on rentre l'équipement, mais on est excités. D'ici quelques heures, ça va grouiller. Là, le port des bénévoles sont encore au travail, mais dès qu'ils rentrent, on est prêt à y aller. Mettre des tie wraps, les préparer pour que quand on est prêt à les mettre dans les véhicules des bénévoles, eux, ils peuvent partir. Après ça, ils ont déjà des trajets préétablis. C'est excitant. Là, il y a toutes les équipes de tous les partis qui arrivent. T'sais, on se croise dans la rue, on se fait des saluts, puis il y a une petite saine compétition aussi parce que tout le monde veut le meilleur poteau que tout le monde va voir au coin de la rue. Fait qu'il y a toute une stratégie aussi de se dire OK, ben là, on va aller chercher telle rue en premier parce qu'elle est super passante dans un quartier qui nous est favorable en général. Donc, il y a beaucoup de réflexion derrière où est-ce qu'on met les pancartes. Toujours dans Taschereau, au local électoral du solidaire Étienne Grandmont, on est en train de se préparer à mobiliser les bénévoles. À l'heure actuelle, on a une liste d'à peu près 200 bénévoles qui ont levé la main. On a beaucoup d'appels à faire de porte-à-porte, d'aller parler aux gens. Notre rôle localement, c'est de faire connaître le candidat. Donc, l'importance, les pancartes ont quand même leur importance pour ça. Donc, on va être, une 75aine de personnes sur le terrain ce soir. En 2022, c'est la première fois. Je me souviens que ça m'avait beaucoup impressionné de voir mon visage partout dans les quartiers centraux de la ville de Québec. C'est un peu intimidant, même, je dirais. Donc, c'est beaucoup de préparation. Puis enfin, c'est comme le grand jour. C'est les Olympiques qui commencent aujourd'hui. Donc, vraiment très, très enthousiaste là, pour moi. Même chose pour la candidate de la CAQ dans la pelleterie, Véronique Laprise. Déjà en fin d'après-midi, de nombreux bénévoles étaient sur le terrain pour préparer une grande corvée d'affichage. Dans les derniers jours, c'était de valider le plan d'affichage. C'est surtout avec les technologies qu'on a aujourd'hui, tu peux déjà un peu préplacer tes pancartes à peu près où tu veux sur un Google Maps, le partager à ton équipe, tout ça. Il y a des gens qui n'ont jamais fait ça, c'est leur première fois. Il faut leur montrer comment faire, mais il faut aussi s'assurer qu'ils respectent le code de la route, qu'ils respectent les règles de sécurité aussi, là, parce que certains boulevards, ça peut être très passant. Souvent, c'est pour ça qu'on fait ça de nuit. Respecter les règles d'affichage électoral, mais aussi municipal. Fait que ça fait beaucoup de détails à planifier, si on veut. Là. Moi, dans mon cas, il fallait aussi que je pense à OK, qui va garder les enfants pendant la nuit, il y a tout ça. Là. Fait que ça va jusqu'à aller penser à son plan de garde, là, ultimement. Là. Les conservateurs et le Parti québécois sont eux aussi sur le terrain. Alors préparez-vous à voir de nombreuses affiches des différents partis autour de chez vous demain matin. À Québec, Laurence Royer pour Nouveau Info. Maintenant, le président du RTC, Nicolas Girard, se présenterait pour le Parti québécois dans la circonscription de Repentigny, selon des informations rapportées par plusieurs médias. Le RTC a confirmé que ce dernier a demandé de se prévaloir d'un congé sans solde, tel que le permet la loi électorale. Nicolas Girard était président du RTC depuis 2022 et il avait déjà été député pour le Parti québécois d'Angouin entre 2004 et 2012.
Et toujours sur ce thème des présentations de candidats, le Parti libéral du Québec en a présenté 2 dans la région dans les dernières heures. Pour la circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, c'est Michel Bureau qui travaille depuis près de 50 ans dans les médias et qui a notamment été journaliste pour un quotidien régional de Charlevoix. Richard Bélanger, lui, est un homme d'affaires, un ancien joueur du Rouge et Or. Il va représenter le PLQ dans la circonscription de Louis Hébert. C'était journée de rentrée à l'école sur la Rive-Sud et un autobus scolaire a fait une sortie de route ce matin dans le secteur Saint-Jean-Chrysostome. L'accident est survenu sur la route Bécard. Ça, c'est pas loin de l'intersection de la route Sainte-Hélène. Et heureusement, il n'y a pas eu de blessés, même si l'accident a été très impressionnant. Le véhicule a par contre subi des dommages importants et selon la police de Lévis, il y a 4 élèves qui se trouvaient à bord au moment de l'accident. Le Centre de service scolaire des navigateurs a obtenu l'autorisation nécessaire pour la démolition de l'école primaire Claire-Soleil, qui avait fait beaucoup jaser dans le quartier Saint-Nicolas. Des appels d'offres pour la réalisation des travaux vont pouvoir être lancés. L'organisme est par ailleurs toujours dans l'attente d'une recommandation du ministère de l'Éducation pour la reconstruction de l'établissement qui est espérée pour la rentrée 2028. L'école Claire-Soleil, elle avait dû être fermée en septembre 2024 à cause de problèmes majeurs qui avaient été constatés dans la structure du bâtiment. Grande Allée a connu un été exceptionnel avec la météo qu'on a eue, presque pas de pluie. Et l'artère va être mise en valeur d'ailleurs samedi avec la 2e édition du parcours des terrasses gourmandes. Il y a 18 restaurants qui vont offrir des dégustations aux visiteurs et j'ai pu avoir un aperçu de ce qui les attend. Le parcours des terrasses gourmandes de Grande Allée, c'est quoi? Bien, écoute, c'est une édition gourmande ultra-locale qui a été vraiment conçue pour la Grande Allée. Le parcours de terrasses gourmandes existe depuis 13 ans dans d'autres secteurs, dont le Petit Champlain, Place Royale. On a aussi une édition hivernale avec le carnaval, mais sur la Grande Allée, c'est vraiment notre 2e édition. Donc, on ferme la rue. Ça se passe le samedi 29 août, de midi à 17h. On a 18 restos participants, donc on peut acheter 2 forfaits. Un forfait 11 bouchées ou un forfait 18 bouchées. Et une fois que c'est acheté, que vous êtes ici, bien, vous allez simplement scanner votre code QR de resto en resto, chercher vos bouchées et vivez l'aventure, dans le fond. Vous pouvez acheter d'autres bouchées aussi sur place. Il y a plein de choses qui se passent, une belle ambiance en plus. Il y a pire comme samedi après-midi. On va aller vivre un peu une partie de cette ambiance-là. Oui. C'est quoi la prochaine destination? Avec 2e arrêt, on s'en va au Mora, qui est vraiment fantastique, vous allez voir. Pour vous permettre de goûter à nos magnifiques pâtes fraîches, on s'est préparé des radiatori, belle sauce tomate, belle tomate italienne, basilic, parmesan. On reste dans la simplicité qui vont mettre nos pâtes fraîches de l'avant. Pourquoi embarquer dans un événement comme le parcours des terrasses gourmandes? Ça amène quoi un restaurateur sur Grande Allée? Grande Allée, c'est la plus belle rue, c'est la rue des terrasses. Ça fait du bien d'avoir toujours, année après année, des gens comme Éric qui veulent embarquer puis permettre à cette rue-là vraiment de vivre encore plus. Ça a été un bon été cette année? Vraiment. Je me souviens même pas s'il y a eu de la pluie une journée ou maximum 5 journées. C'était une super belle été. La clientèle touristique, autant que la clientèle locale, est au rendez-vous. Puis autant à l'intérieur du festival d'été qu'à l'extérieur, c'était vraiment semaine après semaine, des semaines records. Jean-Simon, t'as encore faim? Oh, ben écoute, il reste un peu de place. On va donner pour la cause. On s'en va où? Ça va au Petit Chalet, la place par excellence pour des bons gros déjeuners sur la Grande Allée. Fait qu'un bel échantillon. 3 restos sur 18. Il y en a 6 fois plus. Donc, 29 août, midi à 17h. Comment les gens se font pour se procurer? Parcoursépicurien.com, le parcours de terrasse gourmande Grande Allée, 2e édition. Donc, vous achetez un billet en ligne, le code QR, super simple. Si jamais on a une méga pluie, ça va être remis au lendemain, mais on n'espère pas. C'est de midi à 5h, donc une super belle après-midi en perspective. Merci, Eric. Merci à toi. Et je vous rappelle, vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Alors, ici, il y a quelque chose qui vous fait réagir dans l'actualité ou encore si vous souhaitez vous confier, nous raconter votre histoire, je vous invite à m'écrire par courriel à js.bu@nouveau.info. Je lis tout et je réponds toujours. Allez aussi faire un tour directement sur notre site web nouveau.info. Il y a naturellement tous nos reportages, nos entrevues, également nos infolettres auxquelles vous pouvez vous abonner. Le Canada accueille la Coupe du monde de soccer. C'est une première dans l'histoire du pays. C'est un rêve, c'est les émotions, c'est la fête. That's what soccer is about. All can dream. C'est la plus grande compétition qui ait pu exister dans le monde. On a été invité par Soccer Canada. C'était une des séances d'entraînement de l'équipe. C'est notre potentiel. On se met pas de limites.
C'est maintenant que ça se passe. La Coupe du Monde a aussi un côté rassembleur qui attire les plus grandes stars. Ouais, Cliff, ça va bien? Ça va bien. Enchanté. Grenadier à la sauce, ça qu'a fait. Mais la Coupe du Monde